Néanmoins, je pense qu'une discussion et une négociation sont en cours, auxquelles nous sommes associés, entre Oman et l'Iran, afin que davantage de navires puissent y passer en toute sécurité à court terme, alors que nous avançons vers ces pourparlers de plus long terme sur la démilitarisation. Il suffit de dire que ces discussions ont progressé, mais qu'elles n'ont pas encore abouti. Nous espérons que cela se fera très prochainement. Voici mon point vidéo ce mardi matin 4 août depuis Chattanooga, dans le Tennessee. Parlons un peu de l'actualité et commençons par ce qui se passe aujourd'hui dans le détroit d'Ormuz. Il semble qu'un accord ait été conclu, du moins selon le New York Times et plusieurs autres médias, entre l'Iran et Oman. J'en ai un peu parlé dans mon point vidéo d'hier. L'accord qui pourrait être annoncé très prochainement, c'est que les navires entrant dans le détroit d'Ormuz seront surveillés par l'Iran. Et les navires qui veulent sortir d'Ormuz pourront le faire avec l'accord de l'Iran. Mais il y aura une route au sud, près d'Oman, que les navires pourront aussi emprunter pour sortir d'Ormuz. Toutefois, ils devront obtenir l'accord de l'Iran s'ils veulent prendre cette route du sud. Et il y aura des frais de service qui seront partagés entre l'Iran et Oman. Voilà la situation. Donc, les navires qui entrent dans le détroit d'Ormuz ont besoin de l'accord de l'Iran. L'Iran affirme devoir contrôler les navires qui entrent dans le détroit d'Ormuz, parce que, selon lui, c'est ce qu'il allègue, c'est ainsi que des armes entrent dans la région, avant d'être ensuite utilisées contre l'Iran. Ils présentent donc cela comme une question de sécurité. Ils ont donc le contrôle total des navires qui entrent. Et les navires qui sortent peuvent emprunter les deux routes, celle qui passe près de l'Iran et celle qui passe près d'Oman. Mais si les navires veulent utiliser la route du sud, celle qui est plus proche d'Oman, ils auront aussi besoin de l'accord de l'Iran. Et il y a les frais de service, que Rubio a déclarés à de nombreuses reprises inacceptables pour les États-Unis. Ces frais de service. C'est l'accord qui, semble-t-il, doit être annoncé d'un jour à l'autre, selon Reuters, selon le New York Times. Même Bessent, dans une déclaration récente, a laissé entendre qu'il y aurait une sorte d'accord entre l'Iran et Oman, qui serait, j'imagine, soumis à l'approbation des États-Unis. Les États-Unis vont essayer de supprimer ces frais de service. C'est ce qu'ils vont tenter de faire. S'ils peuvent supprimer les frais de service, alors peut-être que la Maison-Blanche de Trump pourrait accepter ce type d'arrangement, même si les États-Unis se trouvent très très loin du détroit d'Ormuz. Hier, en s'adressant aux journalistes à la Maison-Blanche, Trump a fait remarquer que les États-Unis maintiennent un blocus contre l'Iran. Selon lui, cela signifie que ce sont les États-Unis qui contrôlent le détroit d'Ormuz, parce qu'ils imposent de fait un blocus global contre l'Iran. Hier encore, en parlant aux journalistes, Trump a aussi dit que l'Iran l'avait appelé et qu'il suppliait pour parvenir à un accord. S'il vous plaît, n'attaquez pas. Nous allons conclure un accord, a déclaré Trump. Il a dit, nous avons le contrôle total. Il n'est pas du tout question de faire payer quoi que ce soit. Il n'y aura pas de péage. Nous avons le contrôle total du détroit d'Ormuz et il n'y aura aucun frais de service. Puis Trump est allé sur Truth Social et a publié un message qui, comme le note à juste titre Robert Barnes, relève de l'aveu par projection. Absolument. Laissez-moi vous lire le message de Trump sur Truth Social. Il a dit « Les dirigeants iraniens sont incroyablement fourbes. Ils demandent une réunion. Certains diraient qu'ils supplient. Les discussions commencent et d'autres sont prévues dans un avenir immédiat. Et ils disent ouvertement et fièrement qu'ils n'ont aucune discussion, que rien n'est en train d'être discuté et qu'ils ne traitent qu'avec Oman.
Ensuite, ils reprennent leurs habituelles inepties en disant que le détroit d'Ormuz sera puissamment contrôlé par eux, alors qu'il est déjà totalement contrôlé par la marine des États-Unis et par notre blocus, ou, comme certains l'appellent, le mur d'acier des États-Unis. Rien ne parvient à l'Iran, à moins que nous ne le voulions. Et rien ne passera tant qu'un accord ou une reddition totale n'aura pas été obtenu. Que l'Iran veuille l'admettre ou non, nous parlons en réalité d'une solution à un problème qu'ils ont causé pendant des décennies. C'est très simple. L'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire. Merci de votre attention sur cette question. Président Donald J. Trump. L'Iran est à l'origine du problème dans le détroit d'Ormuz depuis des décennies. Il était ouvert il y a 6 mois, sans frais de service. Ils ont causé le problème et ils continuent à raconter n'importe quoi. L'Iran continue à raconter n'importe quoi. Arrête de raconter n'importe quoi, l'Iran. Oui. Donc, c'était le message que Trump a publié sur Truth Social. L'Iran fourbe. Ils veulent un accord. Ils ne veulent pas d'accord. Ils veulent un accord. Ils ne veulent pas d'accord. Bon sang, l'Iran. Mettez-vous d'accord sur votre version. C'est lequel alors? Vous voulez un accord ou vous n'en voulez pas? Oh mon Dieu. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Restons sur l'Iran. Un responsable militaire iranien, un responsable des gardiens de la Révolution, est venu apporter quelques éclaircissements sur le différend avec l'Ukraine, le conflit ukrainien, le mini-conflit entre l'Iran et l'Ukraine. Quand l'Ukraine a frappé un pétrolier iranien dans la mer Caspienne, l'Iran s'apprêtait à riposter. Le Gobelin vert est alors allé aux États-Unis. Après sa rencontre avec Trump, l'Ukraine a présenté ses excuses à l'Iran. Et toute cette affaire s'est simplement arrêtée là. L'élargissement de la guerre aurait entraîné l'Ukraine dans la guerre en Iran, puis l'Iran dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et enfin, les États-Unis dans la guerre contre tout le monde. Et cela a été évité grâce aux excuses de l'Ukraine pour avoir frappé le pétrolier iranien. Ils ont affirmé que c'était un accident, une erreur. Eh bien, le responsable militaire iranien a déclaré que l'Ukraine avait bien présenté ses excuses à l'Iran. Il a aussi dit que l'Iran préparait une frappe majeure contre l'Ukraine, des représailles contre l'Ukraine. Et s'il n'y avait pas eu l'Ukraine qui suppliait l'Iran de bien vouloir lui pardonner en disant que c'était un accident, s'il vous plaît, ne nous attaquez pas. Pardonnez-nous pour cet accident. Et nous savons que ce n'était pas un accident. Ça, nous le savons. Mais puisque les responsables ukrainiens ont dit que ce n'était pas un accident, ils se vantaient d'avoir touché un navire iranien. Ils en étaient fiers. Mais le responsable iranien a déclaré, avec les excuses de l'Ukraine, nous avons annulé les frappes qui étaient prévues, les grandes frappes de représailles. Nous avions préparé des frappes contre 3 lieux différents en Ukraine. Mais après qu'ils se sont publiquement excusés d'avoir frappé nos navires, nous avons décidé de ne pas faire monter l'escalade. Le général de division des gardiens de la Révolution, Mohsen Rezaei. Donc, voilà pour la mise à jour sur cette histoire. Une bonne transition vers l'Ukraine. Et passons maintenant à notre transition vers le projet Ukraine. Donc, la panique s'installe chez l'Occident collectif et le Gobelin vert. Ils paniquent complètement parce que l'hiver arrive. Et la campagne de 40 jours annoncée par Zelensky, il y a 40 jours, a pris fin. Cette campagne qui devait forcer la Russie à se rendre, forcer la Russie à capituler. Vous vous souvenez de tout ça? Eh bien, c'est terminé. Les 40 jours se sont écoulés, ils ont expiré hier, et il n'y a aucune capitulation russe. Qu'est-ce qui se passe? Je croyais que la Russie devait capituler au bout de 40 jours. Ça n'est pas arrivé. Ça a commencé par des frappes de drones contre des raffineries. Elles ont causé des dégâts, beaucoup de dégâts. Mais les derniers rapports indiquent que dans la plupart des régions, les Russes peuvent faire le plein de leurs réservoirs. Il n'y a pas eu non plus de forte hausse des prix, et tout est désormais sous contrôle.
Donc les drones contre les raffineries ont échoué. Not a big price spike as well, and everything is now under control. So the drones into refineries failed. We are now coming towards the end of the strikes on Wild. Nous arrivons maintenant vers la fin des frappes contre Yelabuga. Cela a échoué. Elles ne sont pas parvenues à diviser la société russe, à retourner les Russes contre le Kremlin et à susciter une forme de pression sur Poutine. Cela ne marche pas non plus. Il reste encore des usines à Yelabuga qui sont frappées ou qui l'ont été au cours de la semaine passée. Mais, dans une certaine mesure, cela ne fonctionne pas. Le mécontentement et la colère en Russie. Et maintenant, nous nous dirigeons vers la guerre sale. Ce que nous visons désormais, ce sont des cibles civiles plus vulnérables. Mais tout cela faisait partie du plan sur 40 jours pour amener Poutine à capituler devant l'Occident collectif. Rien n'a marché. Rien n'a marché. Et les résultats, après 40 jours, ont été catastrophiques pour le Gobelin vert. La mer Noire est de fait fermée. L'Ukraine est enclavée. Plus rien n'entre, plus rien ne sort. Cela va causer d'énormes problèmes à l'économie ukrainienne, d'énormes problèmes aux agriculteurs pour l'exportation de céréales et de blé. La Russie avance sur, d'après ce que j'ai lu, 5 fronts différents et elle progresse de manière significative. Elle se rapproche des 2 derniers bastions de Sloviansk et Kramatorsk. Elle a pris Konstantinovka. Elle a pratiquement pris Liman. À Liman, ils sont simplement en train de terminer le travail, de nettoyer la zone. La région au nord de Kharkiv s'effondre. Des stations-service ont été détruites. J'ai lu certains rapports affirmant que 400 stations de carburant ont été détruites. Je pensais que c'était 200 ou 250 stations-service. Je ne sais pas d'où vient ce chiffre de 400, mais des centaines de stations-service ukrainiennes ont été complètement détruites. La Russie s'en prend maintenant aux lignes ferroviaires. Ils s'en prennent aux ponts. L'Ukraine n'a plus de missiles intercepteurs. Zelensky s'est rendu à Washington. Il n'a obtenu aucun intercepteur. La licence pour fabriquer des Patriots, l'installation d'usines Patriot en Ukraine, tout cela a échoué. Même l'ambassadeur américain auprès de l'OTAN, j'ai oublié son nom, a publié une déclaration hier. Il a dit qu'à court terme, au cours de l'année ou des 2 prochaines années, aucune licence Patriot ne serait accordée à l'Ukraine. Trump a dit la même chose. Il l'a dit la semaine dernière. Donc, le résultat de la campagne de 40 jours de Zelensky pour tenter de faire capituler la Russie, c'est un échec catastrophique pour l'Ukraine. Et maintenant, ils entrent dans l'hiver sans défense aérienne, sans système Patriot. Odessa continue d'être frappée par la Russie. Il continue de détruire le port d'Odessa. Des avions de combat russes et même des hélicoptères opèrent très près de la ligne de front. C'est le signe que l'Ukraine n'a pas de défense aérienne à proximité du front. Donc maintenant, les avions de combat russes et les hélicoptères d'attaque se rapprochent de plus en plus des combats réels sur la ligne de front, parce qu'ils ne craignent pas la défense aérienne ukrainienne. Et même Kiev manque de système de défense aérienne patriote, voire n'en a plus du tout. Alors l'Occident panique. L'Occident est en état de panique absolue. La tendance est en train de s'inverser. Ursula? Non, non, la tendance ne s'inverse pas. Mark Rutte, la tendance est en train de s'inverser. Non. Alexander Stubb, l'Ukraine est en train de gagner? Non. Stubb a dit que l'Ukraine avait gagné. Ukraine is winning? No. Stubb said Ukraine has won. Care to revisit that statement, Alexander Stubb from CNN? Vous voulez revenir sur cette déclaration, Alexander Stubb, de CNBC? L'hiver arrive. L'Ukraine redoute son épreuve la plus difficile depuis l'invasion russe à grande échelle. L'Ukraine demande désormais un cessez-le-feu dans les airs. Même Podolyak, Zelensky envoie même Podolyak sur différents plateaux médiatiques pour parler d'un cessez-le-feu aérien, en proposant une trêve énergétique et un cessez-le-feu sur la ligne de front. Et Zelensky est prêt à rencontrer Poutine. Un cessez-le-feu aérien, une trêve énergétique
et un gel du front. Voilà ce que dit Podolyak dans ses interventions médiatiques aujourd'hui. Zelensky a déclaré hier qu'il continuerait d'essayer de contraindre la Russie à mettre fin à la guerre avant l'hiver. L'hiver, c'est le mot-clé. L'Ukraine comprend que cet hiver va être extrêmement difficile. It's going to be extremely difficult. So that's the situation with Ukraine. Voilà donc la situation en Ukraine. Un échec, avec cette campagne de 40 jours que le Gobelin vert annonçait triomphalement il y a 40 jours. Puis Ursula est arrivée avec ses déclarations. La tendance est en train de s'inverser. Quel échec? Un échec total. Nous avons donc le commissaire européen à la défense. Oui, l'Union européenne a désormais un commissaire à la défense. Très inquiétant. Rien que cette idée fait peur. C'est une évolution inquiétante. L'Union européenne, qui a un commissaire à la défense. Et il est de Lituanie. Hier, il a accordé une interview à Al Jazeera, et il s'est dit fier du fait que l'Ukraine s'en prenne à des civils russes. Il a dit que c'était une grande réussite des Ukrainiens, le fait que ces frappes touchent désormais des cibles très vulnérables. Il y a aussi eu une frappe hier qui a entraîné la mort de 5 civils près de Moscou, dans la ville de Tchekhov. 5 civils ont été tués par une frappe de drone ukrainien. Mais le commissaire à la défense, Andrius Kubilius, a déclaré à Al Jazeera que c'était une grande réussite pour les Ukrainiens de pouvoir envoyer des drones en Russie et frapper ces cibles vulnérables. Zelensky s'adressait, je crois, à d'autres ambassadeurs, dont l'ambassadeur d'Ukraine au Royaume-Uni. Et dans sa déclaration, il a dit que l'Ukraine n'entrerait jamais dans l'OTAN. Jamais. Absolument jamais. Désolé, Madame Jackson. Pas d'OTAN pour l'Ukraine. Il a une autre idée. Son idée, c'est d'avoir des accords de sécurité bilatéraux. Et à terme, il y aura une sorte d'armée européenne à laquelle l'Ukraine pourra se raccorder. And Ukraine can plug into that. Bilateral security guarantees with European countries. Des garanties de sécurité bilatérale avec des pays européens, puis, à terme, une armée de l'Union européenne dont l'Ukraine fera partie. Lors de cette réunion des ambassadeurs, Zelensky a fait une déclaration intéressante. Il a dit que l'OTAN fonctionne encore selon une doctrine héritée de la Seconde Guerre mondiale et qu'il lui faudra, je cite, environ 12 ans pour adopter de nouvelles normes et atteindre au moins la moitié du niveau de la Fédération de Russie. Selon Zelensky, l'OTAN, l'Alliance, aura besoin de 12 ans pour adopter de nouvelles normes et atteindre au moins la moitié du niveau de la Fédération de Russie. C'est une citation directe de Zelensky, qui était auparavant le commandant de l'Ukraine. Aujourd'hui, il veut devenir président de l'Ukraine. Now he wants to become president of Ukraine. So he's hitting at Zelensky. Donc il s'en prend à Zelensky en disant que toute votre stratégie visant à faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN a échoué. Moi, j'ai une nouvelle stratégie. Cette nouvelle stratégie, ce sont des garanties de sécurité bilatérale avec des pays européens et à terme, une armée de l'Union européenne. J'ai la solution pour l'Ukraine. Mais c'est une omission assez frappante de la part de Zelensky. L'OTAN nous répète, les responsables de l'OTAN et ceux de l'Occident collectif nous répètent que la Russie est la deuxième armée la plus puissante d'Ukraine. Ils aiment bien celle-là. Je crois que c'est Blinken qui l'a sortie. Ou alors Sullivan. L'un de ces types a lancé ce récit. La Russie était autrefois la deuxième armée la plus puissante du monde. Maintenant, c'est la deuxième armée la plus puissante d'Ukraine. C'est ça. C'est ce qu'ils disent toujours. Ils adorent dire ça. Blinken adorait dire ça. Adorait. Oui, il adorait dire ça. Sullivan aussi. Et puis bien sûr, tous les jeunes branchés de l'Union européenne ont répété cette déclaration. Donc, si la Russie est la deuxième armée la plus puissante en Ukraine,
et que l'OTAN va avoir besoin de 12 ans pour atteindre la moitié du niveau de la Fédération de Russie. Alors qu'est-ce que ça fait de l'OTAN en Ukraine? Même pas, la 3e armée la plus puissante. Ça fait de l'OTAN, quoi, la 4e ou la 5e armée la plus puissante en Ukraine. Oh là là. Bon, faisons le point sur ce qui se passe avec l'UEFA. Il y a des démissions à l'UEFA. Il y a de la colère parmi les responsables de l'UEFA. La FIFA. Un point sur la FIFA. Mais l'UEFA se rebelle contre la FIFA, c'est ce que je voulais dire. Et maintenant, l'UEFA menace d'assigner la FIFA et Infantino en justice. Oui, ils vont poursuivre la FIFA, poursuivre Infantino, pour l'empêcher de vendre 20% d'une filiale de la FIFA à Joshua Kushner. Et l'UEFA va bloquer ça. En fait, l'UEFA dit à la FIFA et à Infantino, ils ont envoyé une lettre, selon les médias, qui prépare une action en justice. Donc, ne détruisez aucun document, à partir de maintenant, concernant tout ça, les 20% à Joshua Kushner. Ne détruisez rien, parce qu'une procédure arrive. Infantino est là, devant le destructeur de documents. Quoi? Il est en train de tout déchiqueter. 20% à Kushner. Oui, il y a beaucoup de remous à la FIFA. Je pense qu'Infantino va devoir partir. Je pense qu'il va devoir partir. Mais encore une fois, il a fait appel à l'administration Trump et il a supplié Trump de l'aider à protéger sa position. Il a carrément appelé le secrétaire d'État Marco Rubio et lui a dit « Aidez-moi à conserver mon poste de président de la FIFA. » Et si vous faites ça, alors la Coupe du Monde et la FIFA seront un outil utile pour les États-Unis d'Amérique. Vous pourrez utiliser la Coupe du Monde, la FIFA et le football comme moyen de pression, comme outil politique et géopolitique. Une déclaration assez incroyable de la part d'Infantino. Mais nous recevons des informations selon lesquelles la Maison-Blanche de Trump serait disposée à aider Infantino. Trump fera tout son possible pour aider le président de la FIFA, Infantino, à rester en poste. Infantino appelle à sa démission, selon un haut responsable de l'administration. Gianni nous a beaucoup aidé à organiser la meilleure Coupe du Monde de tous les temps. Le président l'apprécie beaucoup. Je suis sûr que le président fera tout son possible pour l'aider, a déclaré la source au Telegraph, ajoutant que c'est quelqu'un de loyal. Nous verrons ce que fera Trump. Je l'apprécie beaucoup. Je l'apprécie beaucoup, mais je ne vais pas l'aider. Je ne vais pas lui donner un coup de main. Ou peut-être que si, je vais l'aider. Il appellera l'UEFA et lui dira de reculer, l'Union européenne des associations de football. Les États-Unis ont beaucoup de contrôle sur l'Europe, donc ils pourraient faire pression sur l'UEFA pour qu'elle recule. Nous verrons ce qui se passe avec les 20% pour Kushner, Joshua Kushner, pas Jared Kushner. Donc, il y a eu des choses autour de Telegram hier. L'application a été retirée de l'App Store d'Apple, puis elle y a été réintégrée plus tard. La raison de ce retrait, c'était des violations liées au contenu pédopornographique, aux abus sur mineurs. Vous voyez de quoi je parle. Telegram ne retirait pas des chaînes qui enfreignaient les règles et réglementations sur ces contenus. Telegram a contesté cela et le conteste toujours. Quoi qu'il en soit, Telegram a été remis sur l'App Store d'Apple. Je perçois une sorte de problème de contrôle des discussions par l'Union européenne, une coordination avec l'App Store d'Apple. Je ne sais pas. Je me dis qu'il se passe quelque chose, parce que le contrôle des conversations par l'Union européenne, qui cherche à entrer en vigueur dans un an, a déjà franchi la première étape. C'est la version allégée du contrôle des conversations. Mais la deuxième étape, c'est la version obligatoire, où l'Union européenne va s'introduire dans toutes les applications de messagerie et tout surveiller, que ce soit chiffré ou non chiffré, y compris en allant sur Telegram pour surveiller les conversations. Obligatoire. Tout serait obligatoire à cause des contenus pédopornographiques. C'est le prétexte qu'Ursula utilise pour contrôler les messages de tout le monde en Europe.
Telegram s'est montré très défiant face au contrôle obligatoire des conversations imposées par l'Union européenne. Durov lui-même a publié un message sur X il y a environ 3 mois, quand la première partie du contrôle des conversations a été adoptée. On lui a demandé très directement « Est-ce que vous allez vous plier au contrôle des conversations à mesure qu'il avance, qu'il se mette en place ?» Et Durov a dit « Pas question. Nous n'allons pas nous conformer au contrôle des conversations. » Alors peut-être que l'Union européenne, ou peut-être Ursula, a appelé Apple et a utilisé certains de ces outils. Nous avons des outils pour envoyer un message à Telegram, parce que toute cette affaire concerne les contenus pédopornographiques. Alors peut-être qu'elle a appelé Apple et a dit « Supprimez, supprimez, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Supprimez Telegram. Nous devons leur envoyer un message. Nous avons des outils en prévision du grand vote dans environ 1 an sur le contrôle obligatoire des conversations dans l'Union européenne. » Alice Vidal a publié sur X, je crois hier, que tout était sous contrôle concernant l'Espagne et Ceuta, l'incident à Ceuta avec l'énorme migration, les 60 000 migrants venus du Maroc. Beaucoup ont désormais été renvoyés au Maroc. Mais il reste encore des milliers et des milliers de migrants qui traînent à Ceuta. Bref, elle a publié « Tout est sous contrôle ». Sur le terrain, le chaos règne. De plus en plus de vidéos comme celle-ci montrent la menace qui pèse sur les habitants de Ceuta parce que le gouvernement espagnol n'expulse pas des milliers de migrants. Il faut plutôt partir du principe que Sanchez va essayer de les répartir dans toute l'Union européenne et que la majorité finira dans notre pays. Cela ne doit pas arriver. L'Allemagne doit exiger les expulsions et plaider pour la suspension de l'espace Schengen. Suspendre Schengen. Vous suspendez Schengen et c'en est fini de l'Union européenne. Il n'y a plus besoin d'Union européenne une fois Schengen suspendu. À quoi sert l'Union européenne sans Schengen? Mais c'est une déclaration intéressante de la dirigeante de l'AfD. Je vois des girafes. Je vois des éléphants. Pas des vrais. Pas de vraies girafes ni de vrais éléphants. C'est fou. Je les ai vus d'en bas. Je voulais juste me rapprocher un peu, m'assurer que mes yeux ne me jouaient pas des tours. Mais ils se répartissent dans toute l'Union européenne. Et bien sûr, l'Allemagne est le pays où iront la plupart des migrants, si c'est bien le cas, ce n'est pas confirmé. Que les migrants actuellement à Ceuta, qui n'ont pas été renvoyés au Maroc, vont effectivement se disperser dans toute l'Union européenne. Je ne peux pas confirmer ce que dit Alice Vidal. Mais si c'est le cas, alors oui, la plupart d'entre eux seront en Allemagne. On va faire un Clown World et on pourra conclure cette vidéo. Puisqu'on parle de l'Allemagne, le ministre allemand de la Défense, M. Pistorius, visitait une usine, enfin, l'usine qui fabrique les obusiers. Et Pistorius a laissé échapper que l'obusier avait été très efficace en Ukraine. C'est ce qu'il a déclaré. Selon Bild, Pistorius révèle le secret des obusiers. Or, le secret qu'il a révélé, c'est que les obusiers sont utilisés par l'armée ukrainienne parce qu'il n'a jamais été dit que des obusiers avaient été envoyés en Ukraine. Je crois même que c'est l'inverse. Je crois que l'armée allemande, je dirais qu'elle a nié que des obusiers aient été livrés à l'Ukraine. Mais en tout cas, elle n'a certainement jamais déclaré ouvertement que des obusiers avaient été livrés à l'Ukraine. Mais là encore, l'Allemagne avait publié une déclaration, je crois sous Olaf Scholz, sous Pirate Scholz, selon laquelle, à l'avenir, c'était il y a environ 3 ans, l'Allemagne n'annoncerait pas les systèmes d'armes qu'elle envoyait à l'Ukraine. Donc, les obusiers étaient très probablement une arme secrète envoyée à l'armée ukrainienne. Eh bien, secrète, elle ne l'est plus, parce que Pistorius a une très grande bouche. Il a révélé que des obusiers sont utilisés par l'armée ukrainienne, ou ont été livrés à l'armée ukrainienne. Et enfin, nous avons une affaire judiciaire entre
Je dois faire attention avec celle-ci. Je dois être très prudent, parce que c'est un peu un sujet de santé. Et on sait comment YouTube traite ma chaîne et les sujets de santé. Mais la Pologne est dans une affaire judiciaire avec... Vous entendez les cloches? Can you hear the bells? For whom the bell tolls. Pour qui sonne le glas? La Pologne est en procès avec Pfizer, et cela concerne des injections dont la Pologne n'avait pas besoin. C'est ce qu'elle a affirmé. Elle n'en avait pas besoin. La maladie, disons, était passée, et la guerre en Ukraine avait commencé. La Pologne n'allait donc pas utiliser ces injections. Mais Ursula avait déjà conclu l'accord pour que tous ces produits soient livrés à tous les États membres de l'Union européenne. Les États membres de l'UE ont donné à Ursula le pouvoir de négocier au nom de tous les États membres. Elle a donc négocié au nom de chaque État membre individuellement. Quelle idée stupide. Mais ils l'ont fait. Et maintenant, Pfizer dit, « Écoutez, peu importe la raison pour laquelle vous ne payez pas les produits restants qui devaient vous être livrés. Vous pouvez dire que vous n'alliez pas les utiliser. Vous pouvez dire que d'autres choses se sont produites. On se moque de l'excuse. Ursula a négocié le fait que vous alliez acheter, je crois, 1 300 000 de ces produits. Elle l'a négocié en votre nom. Maintenant, payez. Payez. Et ils ont gagné le procès. C'était la demande de Pfizer. Et je crois qu'ils ont gagné. Mais la Pologne fait appel maintenant ou est engagée dans une procédure d'appel quelconque. Voilà où en est cette affaire. Varsovie affirme que la fin de la pandémie et l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont bouleversé l'accord. C'est une décision à 1,3 milliard de dollars. Lundi, la Pologne a fait appel d'un jugement d'un tribunal de Bruxelles lui ordonnant de prendre livraison d'environ 64 millions de doses de vaccins contre le Covid non désiré et de verser à Pfizer environ 1,3 milliard d'euros. Varsovie a aussi demandé au juge de suspendre l'exécution provisoire de la décision pendant l'examen du recours. Je sais ce que la Pologne peut faire. Je sais ce que la Pologne peut faire. Écoutez bien, la Pologne. Écoutez bien. Dites simplement à Ursula que vous n'autoriserez plus aucune arme à traverser la Pologne pour aller en Ukraine. Plus rien n'ira en Ukraine tant qu'Ursula n'aura pas rendu public les SMS de ses conversations avec le patron de Pfizer. Les SMS qui ont disparu, n'est-ce pas? Voyons ces SMS, parce qu'ils doivent être pertinents dans l'affaire en cours entre la Pologne et Pfizer, l'entreprise pharmaceutique. Et une fois que vous aurez retrouvé ces SMS, nous continuerons à plaider l'affaire contre les géants pharmaceutiques. Et ensuite, nous continuerons à laisser passer des armes par la Pologne à destination du projet Ukraine. Mais voyons ces SMS. Voyons de quoi vous parliez. Quoi qu'il en soit, je pense que je vais m'arrêter là. Je ne devrais pas trop parler d'un sujet comme celui-ci. C'est très dangereux pour moi. Mais je pense que tout le monde a compris ce qui se passe. Et je pense avoir employé les bons termes dans tout ça. Bref, voilà pour la vidéo. thedurant.locals.com. Nous sommes sur X, sur Rumble et sur Telegram. Allez sur la boutique The Durant. Prenez quelques produits dérivés. Explosez ce bouton j'aime. Anéantissez le bouton hype. Abonnez-vous à cette chaîne et retrouvez-nous sur Substack. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Je vous retrouve tous demain. Prenez soin de vous. Take care.